Nathalie Renaud. Bienvenue à cet entretien. Merci de nous l'accorder. Alors, on va voir avec vous qu'est-ce que c'est qu'une chercheure dans le domaine du service social, de la réadaptation, bref, le domaine du Centre jeunesse de Montréal. Vous avez fait carrière comme chercheur au CSSMM, ensuite au Centre jeunesse. Quelle formation ça prend pour devenir chercheur dans le domaine social? Bien, en ce qui me concerne, j'ai fait une maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal et je rêvais de faire de la recherche appliquée. Alors, j'ai pris soin de ne pas faire de doctorat parce qu'à cette époque-là, les gens qui avaient un doctorat étaient perçus comme des pelleteux de nuages. Puis je me suis dit, j'avais aucune chance de faire de recherche appliquée si j'avais un doctorat. Je l'ai fait dans les années 90, après, quand le doctorat est devenu valorisé et utile, parce que les temps changent. Hein? Puis en 1975, le CSSMM, c'est-à-dire le Centre des services sociaux de Montréal métropolitain, s'implantait et mettait sur pied une direction des services professionnels dans laquelle on montait une équipe de recherche, une équipe de programmation et une équipe qui encadrait la pratique. Je pense qu'à l'époque, ça s'appelait politique et procédure. Après, ça s'est appelé normes de pratique. Comme le terme a évolué. Et comme on constituait une équipe de recherche, on a affiché les postes de chercheurs et j'ai été engagée à l'intérieur de la direction des services professionnels dans l'équipe de recherche qui était dirigée par Jacques Gagné à l'époque. Alors, c'est comme ça que je suis devenue chercheur à l'intérieur du CSSMM. Et qu'est-ce qu'un chercheur ou une chercheure, qu'est-ce qu'une chercheure apporte? Qu'est-ce que la recherche apporte dans un domaine comme le nôtre? Je trouve que la recherche apporte quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que un chercheur peut donner accès à des données scientifiques qui ont été recueillies par des sondages, des recherches, des réflexions et qui permettent d'orienter l'action quand on peut utiliser ces informations-là. Et je pense que ça permet à l'intervention d'être guidée dans ses objectifs puis dans ses résultats. Ça permet de l'évaluer aussi. Ça permet de la réorienter. Mais évidemment, c'est encore plus efficace quand la recherche se veut appliquée, c'est-à-dire quand la recherche est centrée sur la volonté de venir en aide aux intervenants et aux gestionnaires dans leur intervention. Êtes-vous capable, de nous donner là, des exemples très concrets? Qu'est-ce que la recherche a fait, là, de façon, dans quel champ, ou des exemples? D'accord. C'est-à-dire que moi, quand je pense à la période où j'ai fait de la recherche au Centre jeunesse de Montréal, puis avant ça au CSSMM, j'ai travaillé, dans le fond, j'étais engagée en septembre 1975 et j'ai quitté en 2006. Alors, c'était assez long. J'ai réalisé qu'il y avait 3 types de recherches que j'ai fait et qui illustrent bien, je pense, l'utilité que la recherche peut avoir auprès des intervenants et des gestionnaires. On va les prendre. On va les prendre une par une. D'accord. La première recherche, j'appellerais ça la recherche sur la pauvreté, mais le terme est mal choisi, là, mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler au CSSMM, on avait comme objectif de regrouper les services dans les succursales, c'est-à-dire on avait des services en succursales qui étaient des points de service dans les quartiers polyvalents. Et il y avait des services régionaux, comme des services aux migrants ou immigrants, par exemple, des problématiques plus générales. Et l'objectif, c'était de regrouper les succursales et d'en faire un réseau intégré. Or, le premier problème qui se posait, parce qu'avant ça, les points de service n'étaient pas intégrés, c'est comment répartir les budgets. Et la directrice des services en succursale, Lisette Hadd, se demandait sur quelle base le faire. Alors, ils ont demandé l'aide d'un chercheur pour cheminer avec le groupe des directeurs de succursales. La première hypothèse qui est venue, c'est l'achalandage. Les gens disaient, on va donner plus d'argent aux succursales où il y a plus de clients et moins à ceux qui en ont moins. Le problème que ça posait,
c'est que les succursales n'étaient pas également réparties dans le territoire. Il y a des endroits où il n'y en avait pas de point de service. Alors, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. C'est pas parce que les besoins n'existent pas. Alors, ça paraissait injuste comme unique façon de procéder. Alors, l'hypothèse qui a été retenue, c'est de trouver des données qui illustraient les besoins de la population. Le volume de population à desservir dans les quartiers est important, mais pas seulement ça, parce qu'on peut bien deviner que les quartiers de Westmount ont peut-être un peu moins besoin de services sociaux que les autres. Alors, j'ai proposé que le niveau de pauvreté des quartiers, qui était associé dans la littérature à toutes les problématiques sociales dont le CSSMM s'occupait dans le fond, pouvait être utilisé comme un des critères. Et comme c'était accepté, j'ai élaboré un indice qui tenait compte de la densité de la population et du niveau de pauvreté de la population. C'est vraiment une étude sociologique. C'est ça. Mais ça a permis, avec cet indice-là, qu'il soit utilisé pour répartir les besoins en fonction, répartir les budgets en fonction des besoins de la population. Et j'ai fait une carte de la pauvreté après ça avec un collègue universitaire au recensement ultérieur. Et ça a été longtemps utilisé comme un des critères de répartition des budgets. Et même quand Luc Malo est devenu directeur du Centre jeunesse de Montréal, il a utilisé la carte pour positionner les points de service de façon plus adaptée aux besoins de la population. Fait qu'on voit que ça peut être utile, ce genre de démarche-là. Le deuxième exemple... Oui, vous avez parlé de 3. Oui, c'est ça. Le deuxième exemple, c'est la recherche sur la négligence. La demande est venue de la même façon, c'est-à-dire qu'à la direction de la protection de la jeunesse, au début des années 80, on a constaté que l'intervention en négligence était inefficace, contrairement à l'intervention auprès des enfants battus. Puis on se demandait pourquoi. Alors la directrice de la protection de la jeunesse a demandé l'aide d'un chercheur et j'ai eu le plaisir de travailler avec elle pour réfléchir sur le problème. Et dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que très probablement, la problématique des négligences était complètement différente de la problématique des abus physiques et on intervenait comme si c'était une problématique d'abus physiques. Donc, il était important de vraiment bien comprendre ce que c'était la problématique de négligence. Alors, ce qui veut dire qu'évidemment, pour les chercheurs, vous devez être bien au fait aussi donc de l'intervention et de comment l'intervention se fait là, auprès de la clientèle. Oui, absolument. Parce que vous soyez très collé. C'est-à-dire que la problématique, ça décrit le problème, mais il faut que l'intervention découle de ça. C'est intimement lié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai obtenu une subvention pour faire une revue de littérature sur la problématique de la négligence. Puis j'ai rédigé un rapport que j'ai appelé « Les enfants du silence » parce que je me suis rendu compte jusqu'à quel point cette problématique-là était différente et comme elle se passait dans le silence, dans la clandestinité. Et c'est pour ça, entre autres, que l'intervention était si difficile. Et j'ai fait le tour des succursales pour rencontrer les intervenants, pour leur expliquer ce que la littérature disait de la problématique de négligence, pour confronter ce que la littérature disait avec ce qu'eux avaient comme expérience de cette problématique-là. Et ça a permis d'enrichir la littérature en ce sens que, par exemple, dans la littérature sur la négligence, c'était toutes des données scientifiques, mais je ne voyais pas les pères nulle part. Puis là, je me disais, où est-ce qu'ils sont quand même pas tous morts à la guerre? Puis là, je disais aux intervenants, comment ça se fait qu'on ne parle jamais des pères, on parle toujours des mères négligentes. Et là, les intervenants me disaient, oui, mais si on se met à s'occuper des pères, on va doubler notre caseload parce qu'ils ont autant de problèmes que les mères. Puis finalement, on a fait une recherche pour voir comment la problématique de négligence s'incarnait à Montréal et on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, les pères étaient dans le décor, même si les mères étaient souvent monoparentales, c'est juste qu'ils n'étaient pas impliqués auprès des enfants. Puis ça, c'est intéressant parce que dans la littérature, il n'était pas question. Puis excusez-moi, mais quand vous dites que les intervenants ont eu d'abord une réaction en disant « Oh, on va doubler notre caseload là, si on se met maintenant à s'occuper aussi des pères de la négligence », ça m'amène à vous demander comment c'était reçu en général, donc dans vos liens avec les intervenants, comment c'était reçu
vos propositions, vos constatations, tout ça. Est-ce qu'il y avait une réticence ou est-ce que c'était vu comme un apport bien important, bien intéressant? Est-ce qu'il y a eu une évolution là-dedans? Mais ce qui est formidable, c'est que moi, dans toutes les expériences que j'ai eues de travail avec les intervenants, comme avec les gestionnaires, ça a toujours été dans un climat cordial. On se posait ensemble des questions, on réfléchissait ensemble sur les réponses. Il n'y avait pas de sentiment de... Personne ne se sentait attaqué ou remis en question. Ça a simplement fait cheminer la réflexion. À la suite de ça, il y a eu des recherches, il y a eu des interventions qui ont associé les pairs. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Hein. C'est rendu très courant, là, Prospère, etc. À l'époque, il n'y avait rien, mais c'est une réalité que les intervenants pouvaient capter, mais qui n'était pas captée nulle part ailleurs. Puis un des effets positifs d'une recherche appliquée en partenariat avec les intervenants, c'était par exemple de mettre en lumière cette réalité-là qui n'était pas abordée nulle part, puis de permettre de la creuser ensuite. Ça l'a quand même permis d'orienter différemment l'intervention en négligence par rapport à l'intervention en abus physique. Puis quand vous parliez de mesures, est-ce que vous avez été après ça capable donc de mesurer les effets que ça a pu apporter avec l'intervention, avec les connaissances nouvelles qui ont été intégrées? C'est-à-dire que je n'ai pas été impliquée dans l'évaluation ultérieure des interventions, mais j'ai été impliquée, puis ça peut peut-être répondre en partie à votre question, dans une recherche épidémiologique sur les mauvais traitements à l'égard des enfants qui, entre autres, évaluaient... Ça, c'est votre troisième exemple. Ça, c'est la troisième exemple que j'ai subtilement apporté dans la conversation. Oui. Vers 1998, a été mis sur pied un gros projet de recherche pour documenter les signalements d'enfants maltraités dans l'ensemble du Québec. Il y avait un pendant en Ontario aussi. Il y avait beaucoup de chercheurs impliqués dans cette recherche-là. Ça consistait pendant 3 mois à documenter tous les signalements reçus et retenus de mauvais traitements qui ont été adressés aux directions de la protection de la jeunesse de toutes les régions du Québec pour documenter les types de mauvais traitements qui étaient signalés, les caractéristiques des enfants, des parents, aussi le suivi qui était donné à ces signalements-là. Et ça a été fait à partir du Centre jeunesse de Montréal pour l'ensemble du Québec. J'étais le co-chercheur avec Marc Tourigny pour cette recherche-là. Et ça, c'est une recherche qui a permis de documenter une réalité qui était en quelque sorte invisible aux yeux de la population. Vous savez, les salles d'urgence des hôpitaux, ça permet de voir les malades physiques qui sont en besoin de services. Mais les enfants maltraités, ils n'en ont pas de salle d'urgence visible. Les autres, la population n'est pas toujours consciente des besoins importants que les familles et les enfants qui sont maltraités ont face aux services qu'on leur donne. Et cette recherche-là a permis de documenter la lourdeur des cas pour les intervenants, a permis de documenter l'ampleur des besoins, la lourdeur des problèmes que les familles rencontraient. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de chercheurs ont pu, avec ces données-là, documenter chacune des problématiques comme abus physiques, abus sexuels, négligence, mauvais traitement psychologique, et donc approfondir la compréhension de chacune de ces problématiques-là. Mais aussi, on a pu proposer au gouvernement des modifications à la loi de la protection de la jeunesse qui définissait de façon trop floue les formes de mauvais traitement. Et cette recommandation a été acceptée de telle façon que lors de la révision de la loi, on a appliqué les recommandations qu'on avait faites. Alors ça, c'est un effet très concret à ce moment-là, même d'aller aider à modifier la législation. C'est ça. C'est important de voir qu'à partir de ce moment-là, la loi de la protection de la jeunesse a tenu compte des données de recherche pour orienter les services différemment.
Je trouve que c'est une recherche qui a quand même permis d'avancer beaucoup dans la compréhension des problématiques et d'orienter aussi les modes d'intervention que les intervenants pouvaient adopter à l'égard des enfants qui subissaient chacun des problèmes. Cette recherche-là, vous m'amenez à ce moment-là à vous demander, est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que c'est arrivé souvent que vous puissiez travailler comme ça en collaboration avec d'autres centres jeunesse, d'autres organismes au Québec et ailleurs? Plus le temps a passé, plus c'était fréquent parce que les recherches, c'est toujours très exigeant. Les subventions de recherche sont toujours difficiles à obtenir. Les alliances sont toujours enrichissantes. Quand on peut s'associer avec d'autres chercheurs et avec des intervenants et des gestionnaires, je trouve qu'on a toujours la possibilité de voir plus large, de faire des travaux qui vont avoir plus d'ampleur et plus d'utilité. Alors, ça m'est arrivé souvent, effectivement. Cette recherche-là était particulièrement importante en termes d'amplitude de données ramassées, puis aussi de collaborateurs. Mais souvent, les recherches ont été faites en collaboration. Est-ce que vous avez publié beaucoup dans ce sens-là, comme partage, dans le fond, avec d'autres provinces, d'autres organisations, d'autres organismes? Oh oui, vous savez, les chercheurs, on est condamnés à ça. Condamnés à publier. C'est une peine capitale. Oui. On produit des rapports de recherche, des articles dans les revues, on va dans des colloques internationaux, des colloques provinciaux, des colloques locaux. Moi, je suis même allée, à l'époque de ma recherche en négligence, j'allais même dans les succursales, dans les cafétérias. Je faisais mes présentations dans les cafétérias. Ah oui? Alors, je me disais, bon, les gens sont sur place, ils vont pouvoir entendre parler de ce que c'est que la négligence. Oui. Peut-être que j'ai embêté bien du monde, mais... Ils vous l'ont pas dit. Oh, ils sont toujours très gentils, vous savez. Ils sont gentils. Dans tout ce que vous avez fait, là, vous nous avez donné des exemples effectivement concrets, 3 recherches importantes. Si vous regardez un peu l'ensemble de votre carrière, je vais vous poser peut-être une question difficile. Là. Qu'est-ce qui vous a satisfait le plus? De quoi êtes-vous peut-être la plus contente, en tout cas? Ce qui me rend la plus heureuse, c'est d'avoir eu vraiment l'occasion de travailler avec des intervenants puis avec des gestionnaires, parce que c'est ce que je voulais faire au départ et c'est ce que j'ai réussi à faire. Il y a une richesse extraordinaire dans cette expérience-là, parce que quand on travaille en collaboration comme ça, on peut, d'une part, apporter de l'information sur les données scientifiques, sur les travaux qui ont été faits par des chercheurs qui sont basés sur des données recueillies rigoureusement, sur des considérations qui ont été critiquées de part et d'autre, qui sont solides. Et d'autre part, on peut profiter de l'expérience des intervenants ou des gestionnaires qui ont une appréhension de la réalité différente. C'est eux qui voient les phénomènes en émergence que la littérature scientifique n'a pas encore découvert. C'est eux qui apportent des perspectives qui sont nouvelles, qui vont probablement être identifiées plus tard par la recherche, mais qui sont captées dès leur apparition par les gens qui sont en contact avec la clientèle. Alors, c'est comme si on avait la possibilité d'avoir accès à 2 sources de connaissances d'une grande richesse et d'avoir un sentiment d'utilité. On a l'impression qu'on peut participer à quelque chose, aider à une intervention. Et ça, c'est une chose que j'ai adoré faire toute ma vie. Quand il y a eu la fusion des établissements pour la création du Centre jeunesse de Montréal, qu'est-ce que ça a changé à ce moment-là dans votre pratique, dans votre travail, là, du côté service social du CSSMM, là, arrivé avec tout le domaine de la réadaptation, là, que j'imagine que vous touchiez, évidemment pas, ou moins auparavant, dans le CSS. Est-ce que ça a amené une dimension nouvelle
dans votre travail. Absolument. C'est-à-dire que quand le Centre jeunesse de Montréal a été créé, il s'est acheminé vers le statut d'institut universitaire et a été créé aussi l'Institut de recherche pour le développement social des jeunes. Effectivement, mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait que le Centre jeunesse devienne un institut universitaire? Qu'est-ce que ça a apporté là, au niveau de votre secteur de la recherche? C'est majeur, vous savez, parce qu'un institut universitaire, ça doit rencontrer plusieurs exigences. Ça doit remplir des fonctions d'enseignement, de recherche et, dans le fond, être à la fine pointe des connaissances et des formes d'intervention. Alors, c'est une exigence d'excellence qu'on doit rencontrer. Et pour que le Centre jeunesse de Montréal rencontre cette exigence d'institut universitaire, il y a entre autres mis sur pied un institut de recherche en lien avec l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal, ce qui a augmenté beaucoup nos rapports de partenariat avec les universités, qui a aussi augmenté beaucoup l'implication des chercheurs universitaires dans les recherches. Par exemple, la recherche épidémiologique dont je vous ai parlé dernièrement, c'est une recherche qui a été faite dans ce contexte-là et ça permettait d'enrichir encore davantage les possibilités d'approfondissement qu'on avait auparavant. Ça a donné une sorte d'ampleur nouvelle aux possibilités de recherche. Je vous remercie beaucoup. C'était fort intéressant. Alors, Mme Maillet-Renaud, merci encore une fois de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi.